à toutes et tous. Bienvenue dans cette conférence French Fab sur la valorisation de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie. Aujourd'hui, on va traiter... Alors, je m'appelle Nicolas Etienne, je suis manager accélérateur chez BPI France. Donc, je m'occupe des programmes d'accompagnement pour les entreprises, pour les aider à transformer leur modèle et devenir plus performants. Et justement, sur ce sujet, l'objectif aujourd'hui, ça va être essayer de vous montrer à travers les actions et les témoignages de nos intervenantes qui vont démontrer comment, justement, la possibilité de développer des modèles plus inclusifs dans une entreprise va permettre d'améliorer sa performance. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Alors, on va traiter deux sujets de diversité et d'inclusion qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un, finalement, qui devrait être résolu depuis longtemps, qui est celui de la place des femmes dans l'industrie. Et un autre qui est un sujet peut-être différent, qui se pose sur des questions un peu de manière différente, mais qui est presque un sujet aussi d'innovation, c'est quelle place on fait au handicap dans les métiers industriels. Et pour parler de ces sujets-là et montrer en quoi il y a des stratégies différentes à aborder selon les thématiques, j'ai le plaisir d'avoir trois intervenantes, avec d'abord Julie Baudin, qui me fait le plaisir aussi d'être la partenaire avec Bouge ta boîte et Bouge ton groupe sur cette table ronde. Julie, est-ce que tu veux te présenter déjà et nous dire ce que fait Bouge ta boîte et Bouge ton groupe ? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Julie Baudin, je suis directrice générale de Bouge ta boîte et Bouge ton groupe. Bouge ta boîte, c'est un réseau d'affaires dédié aux femmes dirigeantes partout en France. 160 villes, 2200 dirigeantes. J'espère le double et le triple dans pas longtemps. Et Bouge ton groupe, ce sont des solutions pour accompagner et développer les carrières des femmes dans les entreprises et plus globalement l'égalité professionnelle. Si, là ça marche. Quand on appuie sur le bouton, c'est mieux. Merci beaucoup Julie. Donc vous avez vraiment un travail de formation et d'accompagnement des entreprises pour transformer leur modèle et permettre justement de modèles qui valorisent la place des femmes dans l'industrie, dans l'ensemble de l'économie, mais on va parler de l'industrie aujourd'hui. Virginie, toi tu es une femme dirigeante dans l'industrie chez IPM France. Tu as un parcours très engagé. Est-ce que tu peux nous dire alors déjà toi ton parcours et ce que fait IPM France sur ces sujets ? Alors en effet, d'abord merci à notre intervenante Stéphane qui nous laisse par galanterie les fauteuils hauts. Donc en effet, moi je suis Virginie Bois-Simon-Smolders, je suis présidente depuis janvier d'IPM France, qui est une PME industrielle innovante basée à Romans-sur-Isère. On fabrique et conçoit des bornes interactives innovantes et responsables qui rendent accessibles les services digitaux. Donc pour vous donner quelques exemples, on est présent sur 4 marchés stratégiques. La mobilité, on fait par exemple les bornes du Vélib à Paris depuis plus de 15 ans, donc via appel d'offres. Les stations de montagne avec des bornes de distribution de recharge de forfait. La santé avec des bornes à la fois de préadmission dans les hôpitaux, mais également de téléconsultation, notamment dans les déserts médicaux via les pharmacies, et puis des bornes de prévention santé. Puis on est également présent sur le marché des collectivités. Alors c'est vrai que moi, de par mon parcours, j'ai commencé pendant une vingtaine d'années dans l'univers du digital, et donc j'ai été, à l'époque on n'était pas beaucoup de femmes aussi, à un moment où c'était encore un objet obscur du siècle dernier, et du coup je me suis assez vite engagée sur la place des femmes dans le numérique, et j'ai créé à Lyon une association qui existe encore 10 ans après, qui s'appelle Elle Digital, qui a fédéré les institutionnels, les écoles et les associations pour favoriser la place des femmes dans le numérique. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, où je porte du coq rouge au coq bleu, c'est qu'on retrouve les mêmes stéréotypes, les mêmes causes, on y reviendra je pense tout à l'heure, entre ce monde du digital et de l'industrie. Et puis comme je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder à tous les niveaux de l'entreprise, je suis également engagée depuis 10 ans sur la place des femmes dans les gouvernances, et via des mandats d'administratrice indépendante dans des ETI, j'essaye aussi qu'on prenne notre place dans ces conseils d'administration. Et ça, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, mais c'est aussi grâce à la loi Copé-Zimmermann qui, via des quotas et des pénalités sur les jetons de présence, oblige les conseils d'administration de grandes entreprises à féminiser leurs conseils d'administration. Merci beaucoup. Et donc toi, Stéphane, tu es directeur général adjoint d'une fondation qui s'appelle la Fondation Amipi Bernard Vendre, qui est également une entreprise industrielle qui produit des faisceaux électriques pour l'automobile en particulier. Et vous avez comme spécificité d'embaucher comme opérateur que des personnes en situation de handicap cognitif dans vos usines. Donc, bon, je t'ai un peu spoilé, mais est-ce que tu veux redétailler un peu ce modèle et comment justement la Fondation MIP favorise l'insertion de personnes en situation de handicap ? Oui, bien sûr.
L'AMIPI est une fondation scientifique et industrielle reconnue d'utilité publique. On est basé dans le Grand Ouest. On a 6 usines entre Nantes et Blois. On est 800, dont 650 collaborateurs avec une reconnaissance de travailleurs handicapés et un handicap en situation de handicap cognitif. Notre activité industrielle est la fabrication principalement de faisceaux électriques, mais également de textiles, d'assemblage mécanique et d'électronique. Donc ça, c'est notre activité sur laquelle on s'appuie pour fournir des apprentissages à nos collaborateurs avec handicap cognitif. Le but étant qu'ils progressent, apprennent pour nous quitter. Notre but principal étant, une fois qu'ils aient gagné en autonomie et en compétences, c'est de partir, de quitter le CDI qu'ils ont chez nous pour trouver un CDI dans une entreprise qu'on va appeler classique. Et ça, on s'appuie sur des savoir-faire liés à la plasticité du cerveau ou à la psychologie mimétique, mais on en parlera tout à l'heure. Et je suis ravi de participer à cette table ronde avec Virginie et Julie, puisque dans nos opérateurs, on est à la parité, on est 49-51 hommes et femmes, donc c'est vraiment possible dans l'industrie. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris, 2 sujets assez distincts, mais qui parlent aussi d'organisation d'entreprise, de favoriser aussi l'insertion de ces personnes, avec 2 objectifs. D'un côté, c'est quand même valoriser la place des femmes qui devrait ne plus être une question dans l'industrie, mais qui en reste une. Peut-être sur ce sujet, Virginie, pour commencer, c'est quoi un peu les chiffres aujourd'hui dans l'industrie sur les femmes? Alors, dans l'industrie, rapidement, 2 chiffres. On est seulement 2,6% de femmes dirigeantes de PME et ETI industrielles. Et selon l'IUMM, on a 24% de femmes dans le secteur de l'industrie. Et donc je suis très fière parce que IPM France, avant mon arrivée, était déjà à 34%. Donc on est sur le bon chemin. Et peut-être Julie, là-dessus, toi, avec Bouge ta boîte et tout le travail que vous faites de fond, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise pour favoriser l'inclusion, quelles sont les causes que tu identifies et les freins que tu peux voir sur la question de la place des femmes dans l'industrie? Alors, je pense que les causes, elles sont diverses. Je pense qu'elles sont à la fois sociales, sociétales. Elles sont aussi législatives parfois, même si on progresse sur ce sujet-là. Et en fait, c'est en agissant sur l'ensemble de ces critères qu'on peut avancer. Alors après, les causes, on parle beaucoup des biais, des stéréotypes. Je disais en arrivant ici, la précédente, en tout cas, la précédente thème ici était sur l'IA, la salle était blindée. Ici, on est sur la diversité, les femmes et l'inclusion. Il y a beaucoup plus de place dans cette salle. Bien, ça dit quelque chose. Et pourtant, pour nous 3 ici, pour Nicolas, pour BPI aussi, je sais à quel point ce sujet est clé. Ça dit quelque chose de notre société. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on veut aller sur une filière industrielle quand on est jeune. Quand on rentre dans le monde du travail, est-ce qu'on va dans l'industrie ou est-ce qu'on va ailleurs? Et comment on y est reçu et comment on peut travailler sur ces sujets-là. Alors, je peux aborder quelques moyens, en tout cas. Les causes, elles sont diverses. Et surtout, je dis tous les jours, on peut tous agir. On peut tous agir en prenant la parole, en emmenant quelqu'un avec nous à un événement, en témoignant, en partageant, en s'ouvrant sur l'ambition de l'autre. On peut tous agir. Donc ça, c'est très simple et tous ici, on peut le faire. Après, sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre, tu veux peut-être que je l'aborde plus tard? Ouais. Sur la question en tout cas, les causes, elles sont vraiment sociales, sociétales. Stéréotypes, biais, le regard que l'on a sur si notre fille, notre sœur, notre nièce veut être ingénieure en aéronautique ou veut travailler chez toi, comment on va la regarder et est-ce qu'on aura la même ouverture que si elle nous parle d'un autre métier? Et je pense que c'est déjà une question d'ouverture. Je veux bien juste compléter parce que je partage bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi s'attaquer à casser ces stéréotypes très tôt. On est d'accord, je crois, là-dessus, dans l'éducation parentale, dans l'éducation à l'école, au collège, au lycée, casser les stéréotypes et les représentations de nos filières de formation et de nos métiers qui peuvent paraître avec des codes plutôt masculins. Et puis jusqu'au bout du parcours dans l'entreprise pour avoir des cultures d'entreprise plus inclusives. Et donc en fait, les actions, elles sont vraiment tout au long du parcours. Et peut-être si on regarde sur la question du handicap, alors sur les freins qui peuvent limiter les entreprises sur l'embauche de personnes en situation de handicap, Stéphane, si tu nous donnes un peu une vision sur les chiffres aujourd'hui qui existent là-dessus et ce que tu identifies au niveau de la Fondation AMIPI sur ces freins spécifiques dans l'entreprise qui empêchent le recrutement de ces personnes dans ces situations-là.
Oui, alors donc les chiffres sont les suivants. Moi, comme vous le savez, il y a une loi qui impose 6% de personnes avec reconnaissance travailleurs handicapés dans les entreprises. On en est vraiment loin puisqu'on est à un chiffre de 3,5%, donc il y a encore du chemin. Et les personnes qui sont en situation de handicap ont un taux de chômage de 12%. Donc là, on n'est pas non plus à quelque chose qui est vraiment très égalitaire. Alors, les freins, ils sont simplement dans la tête des personnes, des dirigeants, chefs d'entreprise ou les différentes strates de management de l'entreprise. De notre côté, on arrive à les lever puisque 20 à 25 personnes nous quittent tous les ans et on a un taux de réussite de 80% sur notre programme d'accompagnement. Et lorsque des personnes qui sont issues de la MIPI travaillent ensuite dans des entreprises, mais vraiment diverses, hein, on en parlera tout à l'heure, c'est à chaque fois un succès car ces personnes dans les équipes démontrent une vraie volonté de travail, une vraie joie de venir au travail, hein, ce qui aussi change l'état d'esprit dans les équipes. Et par rapport à notre handicap qui est vraiment cognitif, l'adaptation au poste est vraiment très légère. On le fait très faiblement. Ils ont donc le parcours d'accompagnement qu'on leur a fourni chez nous dans un environnement complètement industriel les amène à travailler dans tout type d'activité en respectant les codes de l'entreprise et du comportement dans l'entreprise. Et donc ce que j'entends moi aussi de ce que vous dites, c'est que s'il doit y avoir un point commun entre tout ça, c'est vraiment la lutte contre les stéréotypes, contre certaines croyances que des femmes à certains postes c'est pas possible, ou que embaucher une personne handicapée ce serait un frein à l'entreprise. Alors justement, comment y remédier à ça? Quels sont les plans d'action? Et Julie, tu avais commencé sur ta lancée, donc je te laisse y aller. Merci. Alors, comment y remédier? D'abord, une prise de conscience. Mais comme tu l'as dit, Stéphane, la prise de conscience, ça ne suffit pas. On peut avoir tous très envie. Mais clairement, les entreprises vont faire si elles ont un intérêt à le faire. Donc, il y a un intérêt social, il y a un intérêt de marque employeur, mais il y a d'abord un intérêt d'efficacité et de performance. Il faut être très clair. C'est l'argument qui va parler. Il faut être absolument clair sur ce sujet-là et ne pas être dans l'utopie non plus. Donc, dans les actions qui fonctionnent, moi, je crois que c'est surtout le pragmatisme. Typiquement, sur les biais et les stéréotypes, si on veut gommer les biais, un exemple tout bête, c'est si je recrute avec un binôme mixte, déjà, je gomme certains biais. Si je reçois autant de candidats hommes que femmes sur un poste, je gomme les biais aussi. Si je travaille avec des cabinets de recrutement et que j'exige d'eux qu'ils me fournissent autant de CV hommes que femmes, et que je ne recruterai quelqu'un ou je ne recevrai quelqu'un qu'à partir du moment où j'ai autant de CV hommes que femmes, comme ils sont rémunérés à la réussite, évidemment, ils vont faire en sorte de vous trouver, ces hommes et ces femmes. Alors, dans certaines filières, ça va être très difficile parce qu'il y en a aussi moins qui sortent des écoles sur certaines filières. Donc, évidemment, ça va être difficile. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très simple qu'on peut mettre en place. Il y a aussi, par exemple, le mentorat. Alors, le mentorat, c'est un peu vieux comme le monde. Hein, ça existe depuis très longtemps. J'ai rien inventé en vous disant ça. Mais le mentorat accompagné. Qu'est-ce que j'entends par accompagner? Ça veut dire que si je suis un homme et que je mentore une femme, ou si je suis un senior et que je mentore un jeune, c'est la même chose, hein, je vais reproduire mes stéréotypes sur l'autre. Et je vais plaquer ma propre vision des choses sur l'autre en disant tu vas faire comme moi et tu vas voir, ça va bien se passer. Alors évidemment, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire un mentorat accompagné, un mentorat formé. On forme les mentors à être dans une posture de facilitant et de facilitateur. On les forme aux biais et aux stéréotypes. Et donc, on va gommer aussi cette perception qu'ils peuvent avoir sur certaines cultures, certaines diversités qui font la richesse de nos entreprises. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très important. Et puis, un élément dont on a pas mal parlé aussi, qui me tient vraiment à cœur, c'est de se dire que tout ce que l'on fait dans une entreprise en faveur des femmes, de la diversité, du handicap, ça permet à tous les collaborateurs, hommes, femmes, jeunes, vieux, tous, d'être mieux. Si j'adapte des postes, si je les rends moins pénibles physiquement parce que je veux qu'ils soient accessibles à des femmes, etc., etc., c'est tout le monde qui en bénéficie. Donc, si un métier est moins pénible aussi pour les hommes, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. On parle d'IA, on parle de robotisation, on parle d'industrialisation. On a tous les outils potentiellement pour pouvoir le faire, mais on ne les fait pas toujours pour les bonnes raisons. On le fait pour la performance, et si on le faisait aussi pour la performance sociale. Et on a les moyens, on a les outils, on a l'industrie, on a les savoir-faire, on a tout ce qu'il faut.
Donc voilà, si je peux donner quelques exemples, on en donnera peut-être d'autres après. Mais sur ce point-là, Virginie, toi tu diriges IPM France, tu as un engagement aussi qui va au-delà depuis la prise de ce poste. Qu'est-ce que peut-être tu as commencé à en parler ce matin, tu fais aujourd'hui pour justement travailler et renforcer la place des femmes dans le monde de l'industrie, et plus spécifiquement chez IPM France, okay. les mesures que vous avez prises? Alors, en effet, en termes d'action d'intérêt général, moi personnellement, depuis 20 ans, je témoigne au moins 2 fois par an dans les collèges et lycées pour montrer des rôles modèles accessibles et que c'est possible, casser justement les représentations sur nos filières et nos métiers. On a également on a été très heureux de participer à une belle initiative de la French Fab et du collectif Meufs de l'Industrie qui met en avant des fabuleux destins de jeunes femmes de l'industrie. Et donc ça, c'est des formats qui en plus après sont diffusés sur les réseaux sociaux et peuvent parler à des populations plus jeunes. Après, au sein d'IPM, alors au-delà bien sûr d'avoir des process d'organisation où dès qu'on a dans de la créativité, sur des appels d'offres, sur des process de produits d'innovation, on est toujours sur des équipes pluridisciplinaires et intergénérationnelles. Et puis après, au-delà de ça, et puis même au cœur, en fait, en arrivant en janvier, j'ai impulsé une stratégie RSE qui repose sur 4 piliers. Et bon, c'est pas un hasard, l'inclusion. L'inclusion parce que on est persuadé que nos bornes, à l'heure du tout digital, permettent de rendre accessibles des services digitaux, mais elles permettent aussi d'accéder à des services citoyens, puisqu'on équipe par exemple dans les territoires les agences de la CNAM, de la CNAF. On a des bornes de téléconsultation également dans les pharmacies. Donc voilà, ça permet d'accéder à ces services citoyens, j'ai envie de dire. Le deuxième pilier, c'est l'éco-conception. Et là, on a la chance d'être accompagné par la BPI sur un diagnostic éco-conception puisqu'on fabrique, vous savez, du hardware et du software. Donc il faut qu'on progresse, même si on a déjà de bonnes racines, sur le cycle de vie de nos produits, dans le choix des composants, l'emballage, la fin de vie et le recyclage. Troisième pilier, c'est le numérique responsable. On est en train de se faire labelliser par l'Institut numérique responsable. Et le quatrième, qui pourrait être aussi le premier, c'est la diversité. Puisque on est très vigilant à garder une exemplarité dans la diversité d'IPM France. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Non, super intéressant. Donc beaucoup d'actions qui sont menées vraiment au niveau stratégique pour revoir aussi ce qu'on produit, ce qu'on fait, l'organisation de l'entreprise pour favoriser cette insertion. Peut-être là-dessus, alors je connais bien la Fondation MIPIM pour vous avoir accompagné et avoir vu de près. Moi, j'ai vu un modèle d'organisation industrielle qui facilite aussi la formation de ces personnes en situation de handicap. Comment on construit cette insertion et comment on forme ces personnes pour les rendre le plus autonomes possible sur des postes ensuite complètement différents? Oui, tout à fait. Et avant de te répondre, Nicolas, effectivement, la performance industrielle et la performance économique, elle est vraiment présente chez nous, parce qu'on livre Stellantis, Renault, Manitou, Mules Fleury, Lacroelectronics. Donc, par contre, on remercie jamais nos clients qui nous permettent d'avoir des activités pour faire nos apprentissages. Et ça, on en a vraiment besoin, et donc ils nous suivent depuis des années. Sur comment on s'y prend, donc nos modèles, on a des modèles d'apprentissage pas à part, qui sont développés avec des scientifiques ou neuropsychologues. Il y a une des données scientifiques qui est importante, c'est la plasticité du cerveau. À tout âge, le cerveau peut toujours recréer des synapses. Donc on travaille vraiment ça. Il y en a un qui est très fort entre les périphériques, donc la main, la vue, le toucher, tout ça, et ce qui se passe dans le cerveau. Donc on met les personnes en situation de travail pour recréer ces synapses. Ce qu'on aime bien appeler, c'est l'homo faber, c'est l'homme qui fabrique, et le cerveau se fabrique aussi. Une deuxième théorie qu'on développe, qui est aussi liée, qu'on applique, qui est liée à notre management, c'est la psychologie mimétique et le rôle du modèle. Donc chaque personne se trouve en situation d'apprentissage. Chez nous, il y a toujours un élève et un modèle. Et le modèle est aussi l'élève d'un autre modèle. Et ça, ce principe-là ne marche que s'il est basé sur 4 fondamentaux, qui sont la compétence, la bienveillance, le désir de transmettre forcément, et un dernier qui est essentiel, c'est d'éviter le poison de la rivalité. Une fois que l'élève a atteint le modèle, il faut aussi que le modèle soit dans cette démarche d'apprentissage. Et alors ça, on le fait chez nous, mais ce que je veux dire, toutes les entreprises devraient développer ce modèle d'apprentissage. Et voilà. Et ensuite, pour l'insertion, sur l'insertion, on a un programme très sécurisé qui va de
de 6 à 9 mois, les personnes sont en CDI chez nous. Donc il ne s'agit pas de les mettre en situation de difficulté. Donc on passe par des périodes de stage, de mise à disposition, avec un accompagnement qui est très précis en lien avec l'entreprise pour arriver à un CDI. Si lors de parcours, on détecte des points de faiblesse, la personne réintègre chez nous, puis repartira sur un nouveau projet. Mais c'est pas un échec, c'est que pour mieux rebondir. Peut-être, Stéphane, est-ce que tu veux nous donner des exemples de réussite, justement, d'insertion, de parcours qui ont traversé la Fondation Amipi? Combien de temps ça a duré et comment ils se sont réinsérés derrière? Oui, alors, des personnes de chez nous sont parties dans des grands groupes comme la SNCF, Leclerc, Veolia, sur des postes très très variés comme agent en caisse, en haute de caisse, agent en déchetterie, chez SNCF c'est en technicien de maintenance. On travaille aussi avec des structures, des PME et ETI comme Foussier, alors je le cite parce qu'il est basé au Mans et tous les ans il recrute quelqu'un de chez nous. Il y a un grand partenariat fort qui s'est fait. Et tu disais, Nicolas, ta question, oui, Non, mais ces exemples-là qui témoignent de l'efficacité du modèle. Et donc c'est 20-25 personnes qui nous quittent tous les ans. Et on met en avant aussi le progrès sociétal et la performance économique qu'il y a au niveau de la société. On défend le coût du travail contre le coût du non-travail. Et ça, c'est important d'avoir en tête qu'à chaque fois qu'une personne travaille, coûte beaucoup moins cher à la société qu'une personne qui ne travaille pas. Même si on reçoit des aides, l'écart est vraiment positif. Et lorsque les personnes nous quittent, le gain est total pour la société. On part d'une personne qui était au chômage, qui est passée par nous, et ensuite qui est complètement autonome et intégrée dans la société. Et ça, on le chiffre à peu près 20 millions d'économies pour la société par an. Et en ce moment, avec nos problèmes de déficit, c'est une donnée qui est peu négligeable. Merci beaucoup, Stéphane. Et peut-être si on regarde aussi en termes d'exemples de réussite sur développer des modèles pour valoriser la place des femmes dans une entreprise, en embaucher plus dans des entreprises industrielles. Julie, tu peux nous donner un exemple d'entreprise que vous avez pu accompagner? Oui. Je pense à une entreprise qui était... alors, c'était plutôt une prise de conscience de la dirigeante, mais une entreprise qui est une entreprise de logistique, de transport. Et la dirigeante financière, notamment, nous disait, mais en fait, on a des vraies problématiques de recrutement. On n'arrive pas à trouver, notamment de routiers hommes, donc femmes encore moins. Et c'est une vraie problématique pour nous. Et elle me disait d'autant plus que c'est difficile, puisque nous, on a des camions bâchés, donc qui nécessitent une manutention extrêmement importante et donc difficilement accessible aux femmes. Moi, je fais 1m50, même avec toute la même bonne volonté du monde, débâcher un camion, j'en serais bien incapable. Et donc, elle me dit, mais on n'y arrivera jamais, etc. Et donc, on parle de comment on peut aménager les postes pour qu'ils soient accessibles à toutes et tous, parce que des hommes petits, il y en a plein aussi, des hommes qui font mon poids, il y en a plein aussi. Donc, voilà. Et je lui dis, mais tu sais, elle me dit, oui, mais c'est de l'investissement. Je dis, alors c'est vrai, mais j'imagine que ça existe. Et si tu investis, c'est un investissement de long terme, c'est vrai, mais tu résous ton problème durablement. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir le bénéfice tout de suite, sans doute. Par contre, tu le résous durablement, puisque tu vas avoir un vivier de recrutement qui sera beaucoup plus favorable. Bonjour Mylène. Et surtout, tu vas résoudre ton problème dans la durée. Tu vas recruter des femmes, tu vas avoir plus de diversité. Et moi, avoir un livreur qui soit un homme ou une femme, ça me va bien. Et en fait, elle l'a jamais envisagé comme ça, parce qu'elle l'avait envisagé par la contrainte, en se disant... c'est pas possible, je peux pas y arriver. 1, c'est de l'investissement. 2, il n'y a pas de femmes routiers, donc je ne peux pas y arriver. Mais si on prend le sujet dans l'autre sens, il bénéficie à tout le monde, hommes et femmes. Demain, si les hommes, ce métier est moins pénible et que pour débâcher, ils mettent 2 fois moins de temps que ce qu'ils mettent aujourd'hui et qu'ils ont aussi une pénibilité du travail qui réduit, on bénéficie à tout le monde. Donc, encore une fois, l'égalité, la diversité, l'inclusion, c'est pour nous toutes et tous et durablement. Voilà. Merci Julie. Et Virginie, je vais te laisser peut-être le mot de la fin sur effectivement ce que vous avez fait évoluer. Alors tu en as déjà un peu parlé à travers ta stratégie chez IPM France, mais aujourd'hui les résultats, quels sont-ils et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, au-delà des résultats, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que finalement, c'est du bon sens de dirigeant. À partir du moment où ce que l'on souhaite, c'est la meilleure performance de notre entreprise et que toutes les études montrent que les entreprises où les gouvernances se sont féminisées, où la diversité et l'intelligence collective fonctionnent à tous les étages. Toutes les études montrent que la diversité a un impact sur une meilleure performance.
Et en tant que dirigeante, ce qui m'intéresse, c'est la performance, mais c'est aussi de trouver les bonnes compétences pour développer mon entreprise. Et pourquoi se priver de plus de 50% du vivier hommes et en enlevant les femmes et les personnes porteurs de handicap, alors que ce dont on a besoin au moment où le capital humain est vraiment au cœur de la stratégie de nos entreprises, c'est de pouvoir trouver les bonnes compétences et d'améliorer la performance de notre entreprise. Merci beaucoup. Merci tous les trois. Si je synthétise en quelques mots, je dirais qu'il y a un travail de lutte contre des stéréotypes qui est clair, où il faut communiquer, montrer que c'est faisable, aller voir des modèles comme les entreprises que peut accompagner Bouge ta boîte, chez IPM France ou à la Fondation Amipi sur les personnes en situation de handicap, montrer que c'est possible d'avoir des modèles industriels performants sur ces sujets-là. Et je vous invite à aller regarder ce que font Bouge ta boîte, Bouge ton groupe, la Fondation Amipi et le développement d'IPM France. C'est vraiment, il y a une réflexion très forte sur comment on fait de la place à ces publics-là et on facilite leur insertion et leur place dans les modèles de l'entreprise, mais tout en gardant la performance au cœur de la stratégie. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et après, c'est tout un travail d'organisation, d'écoute des personnes que vous avez chez vous qui est assez intéressante pour adapter les modèles, montrer que finalement, si on réfléchit à son modèle d'organisation, ça peut vous faire gagner de l'efficacité derrière. Donc voilà pour conclure. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion, mais sinon on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Voilà, il y avait une question. Merci Nicolas, désolé de t'avoir dérangé tout à l'heure, je ne voulais pas arrêter les intervenants. Donc je te dis, on emploie 60% de femmes, mais pas pour valoriser l'inclusion ou la diversité, mais parce qu'elles sont les meilleures. Et ensuite, les 6% dont vous avez parlé, c'est pour des entreprises d'une certaine taille. D'ailleurs, un grand absent ici aujourd'hui, c'est la GFIP, avec qui on a essayé de travailler, parce que nous, on veut devenir une entreprise adaptée, et on va le devenir. Mais non, nous, on va le devenir. Mais est-ce qu'il y a des aides en termes côté BPI, ou Bouge ta boîte, ou la Fondation, financiers, pour aider cette démarche? Première chose. Et deuxième chose, c'est mieux de recruter en local, on est d'accord? Donc, c'est mieux de recruter en local. Les mises à disposition, oui. Nous, on le fait avec des ESAT qui sont à côté de notre oui, notre alors, effectivement, c'est en local et on peut avoir des contraintes de déplacement géographique, effectivement, oui. Et après, sur les structures horaires, on peut en discuter après le... alors, les entreprises adaptées ont une aide qui s'appelle l'aide au poste, qui représente à peu près 14 000 € par an. Après, pour le basculement d'une entreprise vers les EA, là, j'ai pas d'informations sur quelles sont les aides qui existent. Alors, moi, je ne vais pas du tout pouvoir répondre sur ce sujet qui est trop technique pour moi. Nous, on accompagne plutôt à la structuration de l'idée, à la réflexion de l'idée, à l'accompagnement de la transformation potentiellement dans le regard qu'on peut avoir sur la diversité et comment le mettre en œuvre. Par contre, moi, je ne vais pas avoir la compétence pour répondre techniquement aux aides financières pour basculer d'un modèle à l'autre. Sur BPI France, en gros, il n'y a pas de programme spécifique sur ce sujet. L'idée, c'est de financer des entreprises quelles qu'elles soient. Donc, par contre, c'est de regarder votre modèle, comment on peut le financer et d'aller regarder les bons financements en fonction de vos besoins. Et ça, il y a un travail à regarder de terrain avec les chargés d'affaires que vous pouvez avoir chez BPI France. Mais à ma connaissance, ça mérite d'être vérifié. Il n'y a pas forcément de dispositif dédié. Merci. Moi, j'aurais une question pour vous, Stéphane. Sur l'accompagnement social professionnel, comment vous gérez cet accompagnement-là? Quelles sont les personnes qui sont en place? Quel type de problématiques vous avez pu rencontrer? On a pour objectif d'être entreprise adaptée, nous aussi, également. Alors, les entreprises adaptées, la règle demande donc 80% de personnes avec situation de handicap. Nous, on essaie d'avoir un modèle qui soit le plus proche de l'industrie. Donc, nos usines sont structurées comme une usine classique avec un directeur d'usine, des responsables de prod, des chefs d'équipe, de la maintenance, de la logistique. Voilà. Tout ça pour mettre les personnes en situation de handicap, être le plus proche du terrain. Après, par contre, on a des accompagnements en termes de formation, mais vraiment l'accent sur la formation et sur la polyvalence des personnes. Et de toujours avoir un parcours de progression, de passer d'une ligne de production simple à une ligne de production plus compliquée et d'aller sur des postes connexes comme des aides maintenance, du magasinage ou de la qualité.
Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur comment attirer finalement des profils divers. Parce que j'ai 7 ans d'expérience dans les ressources humaines et on a souvent rencontré ce problème parce qu'il y a des personnes qui ne le disent pas forcément ou qui ne vont pas forcément faire les démarches pour être reconnus, par exemple, handicapés. Donc j'aimerais savoir, vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer ce genre de profil et comment en interne vous sensibilisez les personnes au handicap et qui fassent les démarches justement pour pouvoir être reconnus. Alors moi, si j'interviens sur, en tout cas, Bouge ta boîte en tant qu'entreprise, nous, on est entreprise à mission, on est certifié B Corp depuis peu et on a pour ambition de développer la place et l'impact des femmes dans l'économie. Donc, c'est affiché très clairement. Donc, c'est le premier point que je pourrais dire, c'est de revendiquer le fait que la diversité, l'inclusion fait partie de notre ambition. Je pense que parfois, c'est le cas dans les entreprises, mais ce n'est pas toujours très affirmé, ce n'est pas toujours très clair. Tout le monde n'est pas toujours très bien formé sur le vocabulaire, sur l'accompagnement, sur l'inclusion. Et du coup, ça ruisselle après, évidemment, dans le recrutement, dans les politiques RH, etc. Donc la première chose, c'est 1, de le revendiquer, 2, de l'affirmer, 3, d'être cohérent dans ses actions. C'est-à-dire, si on le revendique, on se l'applique à nous-mêmes et puis on met en place les actions qui vont avec. Donc nous, le fait d'être labellisé notamment entreprise à mission et certifié B Corp, et nous aussi, ça fait partie de nos piliers, évidemment... moi, je parle tous les jours avec des entrepreneurs qui, pour beaucoup, ont des problèmes de recrutement. Personnellement, j'en ai pas. Alors, à chaque fois, on me dit tu vis sur le monde de oui, forcément, pour toi, c'est pas pareil, etc. Non, c'est la réalité, je n'en ai pas. Alors, sans doute parce qu'on a un angle social, sociétal très fort, sans doute parce que ce que l'on fait parle aussi à un maximum de personnes, mais aussi, je crois, parce qu'on a une forme de cohérence et qu'on affirme ce qu'on dit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est essentiel. Donc, d'abord, moi, je dirais être cohérent, affirmer et mettre en place des actions qui ne dérivent pas de cette vision et de ce focus. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire... moi, j'ai un problème inverse, c'est que j'ai moins d'hommes que de femmes dans mes collaborateurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai un autre problème qui est à l'inverse. Mais je crois que c'est ça, c'est d'affirmer son ambition et de l'exprimer très clairement, de la répéter et qu'elle soit cohérente. Après nous, voilà, on l'affiche clairement, donc la question ne se pose pas. Ouais. Je suis pas sûre qu'on ait répondu à la question. Vous voulez savoir comment on incite les personnes à reconnaître leur handicap? Non. Oui, voilà, ce que je disais, c'est que si on le revendique et si on l'affirme, on autorise l'autre à dire. C'était ça mon point, pardon, j'ai pas été assez claire. Mais on autorise l'autre à dire, si nous, on est OK et qu'on affirme qu'on est OK, on autorise l'autre à dire. Il y a aussi des biais et des stéréotypes sur le handicap qui sont, alors là, puissance évidemment 10 000, et qui font qu'on ne l'affirme pas. Donc le fait de l'autoriser autorise l'autre à dire. Voilà, c'était ça mon point. Bonjour. Ma question, elle est assez proche finalement, donc ça va peut-être vous embêter un peu parce que ça creuse un peu la même veine. Mais l'idée, en fait, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai rencontré, il y a beaucoup de handicaps finalement qui sont invisibles, des diversités qui n'ont pas forcément envie d'être pointées du doigt ou de se revendiquer comme telles. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on fait vivre une culture d'entreprise qui permet de justement créer un environnement qui est sain pour que toutes ces différences puissent coexister ensemble? Après, moi, juste, alors sauf erreur, mais moi, par exemple, j'ai des personnes porteurs de handicap invisibles dans mon entreprise. Ce n'est pas connu de tous. Si la personne choisit que ça soit... voilà, donc moi, je sais en l'occurrence qui est-ce, mais elle a choisi que ça se communique pas. Et voilà, donc ça peut aussi se gérer comme ça. Je pense qu'il y a aussi la question de la place du handicap qu'on a beaucoup abordé cet été, qui est de se dire comment on le perçoit. Est-ce qu'on perçoit la différence, quelle qu'elle soit, comme une faiblesse ou comme une force? Si on la perçoit comme une force et que dans la totalité de nos actions, c'est traité comme une force, les personnes qui souhaitent le dire le diront, celles qui ne souhaitent pas le dire ne le diront pas. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de non-dits, et ça rejoint effectivement la question, il y a aussi beaucoup de non-dits parce qu'il y a un préjugé et quand même une réalité du fait que ça ne va pas être perçu comme une force. Donc je crois que la première question, c'est celle-là, et c'est une question de société au sens large.
Voilà. Ouais, tu as raison. Il faut voir absolument le potentiel qui est énorme et surtout ne pas mettre une étiquette. Alors surtout, il faut vraiment éviter ça et voir que les points positifs. Bonjour. Justement, quand on est de l'autre côté, qu'on propose de la sensibilisation, qu'on veut casser ses préjugés et qu'on se retrouve en fait face à des RH et des référents handicap qui n'ont pas le budget, quels arguments on peut leur donner en fait? Ouais, alors ça, bienvenue au club. En fait, je vais dire un truc très cru, mais l'égalité ou le handicap, ça se vend pas. Enfin, ça s'achète. On n'arrive pas à le vendre. Mais parce que nous, vous et moi, on le perçoit comme étant une source d'innovation et de performance. Mais ce n'est pas perçu comme ça par la majorité des personnes à qui on a affaire. Et donc, je pense que dans le discours, il faut en faire un élément de performance. Si on en fait un élément de bien-être, qui est évidemment celui auquel je crois, un élément de société, etc., ils n'achètent pas ça. Voilà, ma conclusion, c'est celle-là. et je pense que ça ne nous empêche pas d'arriver à nos fins. Mais en tout cas, si on le vend comme étant un bien-être social et sociétal ou une évolution de l'entreprise, ça ne suffit pas si on n'a pas un argument de performance. Merci beaucoup. On va devoir conclure la table ronde parce qu'il y a une autre qui s'enchaîne directement. Merci à tous pour votre écoute. Merci à nos 3 intervenants et intervenantes.